Une première filiation, c'est effectivement la Révolution française et pourquoi pas le rapport de Condorcet, dans lequel il y a une phrase complètement étonnante, dans laquelle, je le paraphrase, hein, il dit c'est pas tout d'instruire le peuple, je suis inquiet, dit-il, de ce que, à force de s'abîmer dans un travail dont je vois apparaître la mécanisation et donc dont je peux craindre qu'il soit désormais privé de culture, le travail. Je crains que nous ayons beau instruire, que nous passions à côté de l'enjeu. Et donc, il faudra se préoccuper de l'éducation des adultes. Et donc, il annonce à la fois l'éducation tout au long de la vie dans sa mode OCDE, Union européenne, à la limite dans son mode libéral. Mais il annonce aussi, pourquoi pas, l'exigence de l'éducation populaire. Une deuxième filiation, et ces filiations se superposent et se sédimentent, c'est celle du mouvement ouvrier. On peut dire que la première création de l'éducation populaire, c'est le syndicalisme. Hein, parler ensemble, ce que veut dire d'ailleurs syndicare et syndico en grec ou en latin, parler ensemble et imaginer une transformation du monde à partir de cette parole, est bien l'acte de fondation du mouvement ouvrier. Une troisième filiation, plus complexe, c'est celle du travail social, à la fois dans sa dimension étatique et républicaine, mais aussi dans sa dimension chrétienne et caritative, dont on verra alors des avatars tardifs dans l'animation socioculturelle, c'est-à-dire des manières de civiliser de manière plus ou moins autoritaire, plus ou moins participative, de civiliser le monde, hein, de partir à la conquête de la société civile, de tenter de l'amener dans ce qu'on définit comme étant le progrès. Et donc une série d'acteurs, notamment d'acteurs autour du théâtre, autour du cinéma, autour des bibliothèques publiques, dans les lendemains de la Deuxième Guerre, joueront la carte de l'éducation populaire par les moyens de l'art et de la culture. Et nous sommes à la fois les héritiers confus, je dirais, de cette tradition démocratique et républicaine, de la tradition du mouvement ouvrier, de la tradition des intervenants sociaux, hein, du travail social et du travail culturel de médiation vers la société civile, et enfin d'une action spécifique des acteurs culturels. Bonjour monsieur, c'est la Maison des Jeunes et de la Culture au téléphone. J'ai les bagues de votre fille. Allô? La pétrochimie s'installe dans les années 50-54. Alors il y a l'installation du port pétrolier de l'Aveyras, il y a aussi Naftachimie. Toute l'opération de modernisation et de déruralisation de la société a lieu très tardivement par rapport au reste de l'Europe. Hein. Vous vous industrialisez massivement dans les années 50 et 60. En Belgique, c'était fait depuis un demi-siècle. En Angleterre, c'était fait depuis 70 ans. En Allemagne, c'était fait depuis 3/4 de siècle. Et donc, pour d'immenses parts de la population française d'origine rurale, tout cela est vu comme effectivement une définition incontestable du progrès. Moi, je suis originaire d'un milieu rural. Il y avait un foyer rural, il y avait des petites choses comme ça. Et puis, j'ai découvert tout à fait par hasard la Fédération française des maisons de jeunes qui recrutait à ce moment-là des directeurs, qui les formait pendant un an, plus une année, alors avec des stages pratiques dans différentes structures, plus des stages théoriques en région parisienne. Il y a un appel extrêmement fort, je dirais, du milieu urbain qui fait que des familles qu'on appelle mononucléaires, ce n'est pas les familles monoparentales, c'est les familles mononucléaires, c'est-à-dire père-mère, partent avec leurs enfants en milieu urbain et vont s'installer dans la banlieue parisienne où on construit à grande vitesse des logements sociaux, même chose à la banlieue lyonnaise, même chose à Marseille, etc. On peut définir l'industrialisation
comme étant le processus d'expropriation de la culture du processus de production socio-économique. C'est assez facile à penser. Industrialiser, c'est extraire le savoir qui circule dans l'économie et le réincorporer à la fois dans des savoirs abstraits confiés aux écoles, dans une organisation du travail confiée à des chefs, et dans des machines. Le fameux théorème du savoir mort, enfin du travail mort incorporé dans les machines. Bien, les machines, l'organisation et les écoles permettent donc que le savoir ne circule plus comme tel dans la production, ou si tu veux, que l'intelligence humaine ne soit plus en cause dans la production. Et cette expropriation ira très loin, puisque ça touchera d'abord les ouvriers simples, puis les ouvriers qualifiés, puis les manœuvres, puis les employés qualifiés. On peut même, d'une certaine manière, dire que le travail des cadres, dans les années 60, 70, est devenu lui-même normalisé, lui-même extirpé de sa propre intelligence. Dans le fonctionnement de la MJC, vous aviez la mairie qui était très importante, vous aviez l'usine de Naftachimie qui subventionnait également, vous aviez aussi une présence du personnel de BP, du personnel de chez Total, de la MED. Donc c'était assez amusant, ce compromis de l'industrie et d'une municipalité communiste. Mais le compromis est préparé par ce que les socio-économistes appellent le compromis fordiste-keynésien, c'est-à-dire l'invention géniale des industriels et des capitalistes au lendemain de la crise des années 20, et qui est de lier la croissance économique et le développement social. La découverte d'Henry Ford est de dire, plutôt que de produire 100 bagnoles pour les bourgeois, je peux produire 1000 bagnoles pour les ouvriers, à condition de leur donner des capacités d'emprunt et des capacités de sécurité sociale qui sécurisent leur pouvoir d'achat. D'accord ? Et donc, je pourrais à ce moment-là produire beaucoup plus de bagnoles, avec effectivement des prix unitaires beaucoup plus bas et des gains marginaux, certes beaucoup plus bas, mais multipliés par autant de quantité. Et donc, à ce moment-là, il y a une solidarisation objective des enjeux et des objectifs du mouvement ouvrier et des enjeux et des objectifs du capitalisme. Cette solidarisation objective autour de l'articulation consommation de masse, production de masse, se consolide alors progressivement avec des variations nationales dans les compromis, dans tout ce qui pourra sécuriser la consommation à travers la sécurité sociale. Et donc ce compromis des années 20 s'institutionnalisera dans les années 40. Les travailleurs organisés collectivement reconnaissent l'autorité légitime du patronat sur l'économie. En revanche de quoi, les patrons reconnaissent qu'il est légitime que les fruits de la croissance est indiscutable, mais que ces fruits, eux, soient discutés et répartis de manière plus juste. Et tous reconnaissent ensemble que l'État doit jouer un rôle de triangulation de ce qui précède via la sécurité sociale et la fiscalité. Et donc cette triangulation-là, qui permettra à des générations d'emprunter ce qu'on appelle alors sociologiquement l'ascenseur social, qui permet à chaque génération de se dire la suivante sera mieux, organise une paix sociale qui crée les conditions de cette abdication de la réflexion sur les tenants et aboutissants du système. Grosso modo, tant que ça va mieux, ça va mieux. Quand le Conseil général donnait 5 000, NAFTA donnait... NAFTA, ils ont commencé à nous donner 500 000 francs. 500 000. C'était l'entreprise. Ou le comité d'entreprise. C'était l'entreprise elle-même. Ben oui, je le connaissais bien, le directeur, parce qu'à l'époque, je les connaissais tous. Donc c'est Naftachimie, c'est BP, c'est Total qui à la fois s'investissent au niveau des animations ou pratiques. Qui s'investissent et pratiquent surtout, qui sont demandeurs, qui sont participants à la vie de la maison de jeunes. Dans le conseil d'administration, on avait un ingénieur qui était là-bas. Il devait y en avoir un autre aussi. Oui, il y en avait un second, qui a été trésorier après. Oui, il y en avait 2 ou 3. Il y avait combien d'adhérents, vous vous souvenez? Je crois qu'on était autour de 1200, je crois. Vous savez, moi je faisais la comptabilité, c'était
un livre comptable donné par la fédération, avec des colonnes, vous voyez. Bon, c'était vite fait. On faisait tout le théâtre. On avait une machine à calculer. À l'époque, il fallait tourner la manivelle, mettre l'écran. Bon, et moi, je faisais plus vite mes opérations encore. Et puis, pas ça. Mais enfin, je veux dire, c'était pas des gros budgets. Hein. Et malgré tout, on payait l'électricité et le chauffage. Hein. Et la ville entretenait les locaux. Ben, pendant longtemps, on ne les a pas trop entretenus. 8 à 1200, quand Janinat s'en va. Ah non, alors là, c'était... Je ne saurais pas vous dire. Oui. C'est 150 à 200. Ah d'accord, vous Mais êtes... en 5 ans, il y a eu un développement considérable. Qui était plus pour le monde ouvrier? Janinat. Janinat. Alors, parce que l'éducation populaire, ça devait être le peuple, ça devait... Bon, ça c'est un discours des années 40, hein, c'est un peu dépassé. Mais c'est vrai que c'était une militante de la CGT, une militante de l'éducation populaire telle qu'elle se pratiquait à ce moment-là, de la cogestion, très institutionnelle, très, comment dirais-je, même très rigide sur la répartition des rôles, très formaliste. Voilà, Très formaliste. Voilà. La CGT, la FNCGT était quand même plutôt proche du Parti communiste quand même, dans son ensemble. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un agent majeur, je dirais, de la vie politique française, et en même temps, il est traversé par un certain nombre de contradictions, de radicalisation, qui s'exprime par exemple dans la création en 1964 ou 65, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 64, de la JCR, de la Jeunesse communiste révolutionnaire, qui est une excroissance, une rupture d'escroissance des jeunesses communistes qui sont extrêmement fortes et qui est animée par quelqu'un qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est Alain Krivine. Bon, mais il commence à apparaître ce qu'on pourrait appeler, ce que le Parti communiste commence à appeler les gauchistes. Il y avait 2 syndicats à la Fédération française des maisons de jeunes et de la culture. Il y avait la FNCGT et le syndicat autonome, qui était un syndicat moins politisé, mais qui était très très minoritaire. Dont vous faisiez partie. J'en ai fait partie. J'étais un peu gêné, moi, par le monopole syndical. Je trouvais qu'il aurait fallu un équilibre aussi, que toutes les opinions soient représentées, qu'il n'y ait pas qu'un seul courant. Le syndicalisme s'est construit dans une culture de contre-pouvoir. Et cette culture de contre-pouvoir s'est très rapidement institutionnalisée sur une frontière. À savoir, on ne va tout de même pas aller discuter des affaires de l'autre. Parce que ce serait d'ailleurs contre-révolutionnaire. Je veux dire, la tradition de cogestion à l'allemande a toujours été vue par les tenants des gauches radicales françaises et belges comme étant la pire des compromissions de la social-démocratie ou du syndicalisme dans le capitalisme via la social-démocratie. Et donc, les cultures syndicales, plus encore françaises que belges, très nettement, sont des cultures qui sont marquées par cette étrangeté de l'un à l'autre, qui devient une étrangeté du social à l'économique. Quand on demande qu'est-ce qui est économique et qu'est-ce qui est social, on est obligé de dire que le salaire est une affaire économique, mais que la croissance du salaire est une affaire sociale, d'accord ? Que les conditions de travail sont sociales, mais que l'organisation de la production et la répartition des qualifications est une affaire économique. Et donc, en fait, on trace une frontière dans ce qui ne peut pas être partagé. Un peu comme si tu disais, j'ai un gâteau devant moi, et comme si tu faisais, comme si la farine et l'eau pouvaient être distinguées. Ben non. L'économique et le social sont totalement joints. Et donc, on est sur une frontière fictionnelle. On est sur une histoire. On est sur une fiction, enfin une pure fiction. Rien n'est plus impérissable qu'une fiction, parce qu'effectivement, elle ne s'oppose pas au réel. Et donc, on peut se raconter des histoires très longtemps. On se raconte des histoires, je veux dire syndicalement, comme si nous étions encore des ouvriers de la métallurgie du 19e, c'est-à-dire indifférents à un patronat qui est l'ennemi total et dont on ne va pas aller discuter des affaires.
alors qu'en fait, ces affaires sont devenues les nôtres. D'accord ? Que le capitalisme est très populaire, que l'épargne est massivement devenue le capital, et que, bien au-delà des classes moyennes, nous participons nous-mêmes du système productif. Moi, je pense que le développement des MJC dans les années 60, avec l'État et avec Herzog, elle est construite sur ce que j'ai appelé une équivoque politico-pédagogique. C'est-à-dire ce que attend l'État des maisons de gens à la culture, y compris Herzog, qui les soutient fortement, et ce que revendique de vouloir faire un certain nombre d'acteurs des MJC, bénévoles ou professionnels, n'est pas de même nature. Je suis né à Sylvie-l'Abbesse et c'est là que je suis tombé dans la potion magique. Hein, à Sylvie-l'Abbesse, loin de toute une université en fait, hein, inscrit dans, comment ça s'appelait à cette époque, la propédeutique, mais par correspondance de loin, etc. C'était un peu difficile. Je me suis rendu compte, enfin j'avais un certain nombre de copains à moi qui avaient animé la maison de jeunes et de la culture de Sylvie-l'Abbesse, qui était quoi? Qui était quelques mètres carrés qui se trouvaient en dessous, c'est une espèce de cave avec soupirail, qui se trouvait sous un cinéma de la ville, et qui était en fait animé par un conseil d'administration de notables, mais un conseil d'administration inexistant, déjà. Des gens qui étaient président, trésorier, il fallait courir après le trésorier, après le président. Bon, on a décidé de relancer cet équipement qui était modeste, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui était quasiment mort, mais sachant qu'il n'y avait rien dans cette ville. C'est une profession particulière qui, pour l'État, associe un engagement pédagogique à un engagement politique, d'une certaine manière. On ne fait pas d'éducation populaire, de l'animation, pour faire l'animation, de l'éducation populaire. Derrière, on a le sentiment qu'il est en train de se construire là peut-être un projet de société qui est différent de celui qu'on voudrait voir se développer. Un parcours formation et poste qui a duré 3 ans à Lyon-Gerland, ça a été mon école à moi. Voilà, parce que j'étais avec des jeunes ouvriers du quartier, et parce que le quartier était démuni, parce que la MJC était pauvre, qu'elle était dans une ancienne poudrière. Qui aura le leadership politique sur cette jeunesse ? Et il y a quelque chose d'extrêmement fort, à mon avis, qui se joue entre la majorité de l'époque et puis les forces de gauche. On se pose beaucoup la question des relations entre la Fédération française et des partis politiques, en particulier le Parti communiste. On voit circuler des documents du style « Savez-vous que M. Jean d'Estrée, délégué régional à l'époque dans le pays, dans l'Est de la France, vient de rencontrer M. Gaston Plissonnier, écrit Pompidou à François Bissoff, et François Bissoff répond à son Premier ministre en disant « Je suis au courant, mais je ne peux pas tout régler à la fois ». Et il est très clair, il est dans l'idée déjà du temps avant mai 68, du temps de François Bissoff, et les documents l'attestent, qu'il y a un projet de démantèlement de la FFMJC. C'est clair, il y a un projet de démantèlement. Il ne faut pas penser que c'est Comity tout seul qui, après 68, au vu de ce qui s'est passé en 68, a décidé de régionaliser, d'imposer une déstructuration du corps professionnel, de démanteler la FFMJC. Les idées existent avant. Quand je suis arrivé en 2004 à Martigues et que j'ai vu cette maison, pour moi c'était exceptionnel. C'est-à-dire exceptionnel dans le sens où on avait l'impression qu'elle n'avait pas bougé d'un iota depuis qu'elle est passée à travers un certain nombre d'événements oui, sans éraflure. Tout à fait. Et c'est là que je vous dis que le rôle de ce conseil d'administration a été intéressant parce qu'il a donné la stabilité. Et ça n'a jamais été un conseil d'administration de gamins, ça a toujours été un conseil d'administration d'adultes,
qui est soucieux d'un bon entendement avec les entreprises, avec la mairie. On voit dans les budgets la participation des entreprises NAFTA, mais peut-être c'est avant que vous arriviez. Certainement. Certainement. Donc c'était NAFTA et BP également. Et Pas de mon vivant. Et c'était au niveau du fonds, c'était dans quel but tout ça? Ah ben moi, c'était le développement de la personne, le développement des personnes, le développement social essentiellement. C'était de permettre l'expression maximum de chacun, d'ouverture aussi. Et surtout, mon souci, c'était la qualité. Je pense par exemple des activités comme le canoë ont permis à des jeunes, je pense à un entre autres qui était très difficile, qui était de lui permettre de s'exprimer. Il a trouvé un cadre, il était à la limite du cas social, il a trouvé cette activité spéléo, canoë, kayak, il a trouvé en face de lui un éducateur, et c'est un gars qui a trouvé du boulot, qui est devenu chauffeur routier, qui s'est totalement inséré dans la vie. Ça, je trouve que c'est une réussite. Vous fabriquez quelque chose avec les gens qu'il y a. Oui. Ben oui, on travaille avec les gens qu'il y a, on essaie de les mobiliser sur des projets et de faire des choses. Ça me paraît on ne peut pas faire les choses contre les gens. On ne va pas imposer un truc dont personne ne veut. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Absolument pas. Notre mission est une mission d'adulte qui consiste à proposer à des jeunes des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé éventuellement. Pas du tout la même chose. Voilà, donc cette espèce de logique que tu appelles consumériste, enfin, qui consiste à dire nous on est là pour répondre à ce que les gens ont envie de faire. Non. On est là pour proposer à des gens des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou dont on peut penser qu'ils ont besoin, parce que nous prenons la responsabilité de dire ça. Je veux dire, c'est une responsabilité d'adulte, éducateur, c'est de dire En mai 68, au plus profond de la querelle, Lyon-Gerland, alors je sais quoi, Gerland c'est un quartier un peu excentré, un peu ouvrier, mais un peu désertique finalement par rapport à la MJC. Eh bien, au moment de mai 68, la MJC est devenue vraiment une pétaudière. On était un tout petit peu investi par les Mao, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et bon. Et puis là, sont arrivés aussi les jeunesses communistes, et puis sont arrivés d'autres gens. Et tout naturellement, le débat. Mais le débat, il n'a pas été comme ça, de toi à moi, de moi à toi, il a été autour de la table. On a même eu, je me souviens, un débat très castagneur, je ne me souviens plus de son nom, ce pauvre homme, avec un RPR de l'époque, qui était le responsable de cette feuille qu'éditait ça s'appelait le RPR, ouais, je crois, La Nation, c'est ça, il y avait une feuille qui s'appelait La Nation, et c'était le père fondateur de La Nation, et ce pauvre homme est venu là, dans un débat pétaudière, défendre son point de vue de gaulliste face à des jeunes communistes, à des Mao survoltés, etc. Mais le débat a eu lieu, et il a eu lieu sans, je ne dis pas que ça a été chaleureux, mais il a eu lieu sans insulte, il a eu lieu sans mépris, voilà, entre citoyens, même s'il est vif. Et ça, c'est notre credo, en tout cas, c'était le mien. une des grosses confusions, et notamment dans les MJC, consiste à penser que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et que donc, si, dans notre MJC, nous permettons à des jeunes, par exemple, ou à des gens dans un quartier de s'exprimer, nous avons fait notre travail de démocrate. C'est faux.
une liberté d'expression qui n'a aucune conséquence, qui n'est pas suivie ni d'analyse politique, ni de modification, ni d'action, ça ne gêne personne. Il y a même des subventions pour ça. On peut encourager des jeunes à critiquer, à vomir sur les institutions, fuck la police, nique ton maire, il y a des subventions pour ça. D'accord ? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est on peut autoriser des jeunes à dire du mal de l'école, donc on a fait de l'expression, d'accord ? À partir de quel moment cette expression cesse d'être une expression brute et revancharde pour devenir une analyse ? Ah, là on va faire de la politique. J'avais 18 ans en 68. C'était la période des 30 glorieuses, qui n'ont pas été glorieuses pour tout le monde. J'avais assez à peine d'ajusteur. Nous étions sous l'influence de nos aînés, très politisés avant d'entrer dans le monde du travail. D'ailleurs, 3 jours après l'embauche, j'étais syndiqué. C'est la période sans doute en France où le prolétariat, enfin la classe ouvrière est la plus nombreuse. On considère que, en gros, jusqu'à 1974-1975, c'est-à-dire jusqu'au premier choc pétrolier, on assiste encore à une progression de ce qu'on appelle la classe ouvrière. Nous étions logés dans des conditions précaires, à 3 ou 4 par chambre, avec des règlements d'ordre intérieur d'un autre âge, comme l'interdiction de monter une nana dans sa chambre. Et ce qui nous préoccupait avant tout, c'était de donner une signification à la vie. Alors forcément, dans ce contexte, nous avions un petit côté chien fou, plus vagabond, plus sauvage, plus spontané. Ce qui, dans l'usine, nous opposait un peu au bloc des anciens, très structurés, très marqués par leur expérience en Algérie, une guerre que nous n'avions pas faite. Nous n'avions pas leur conception du militantisme. La nôtre était plus joyeuse, plus désordonnée. Il y a eu le mouvement de mai, bien sûr. Il y a eu des réunions politiques, des débats à la MJC. Les étudiants d'Aix venaient faire les débats comme partout. Mais ça n'a pas été un bastion politique dur à Marty. Moi, j'en avais fait, et avec l'accord du Conseil, un lieu ouvert de débat. Mais nous ne sommes pas rentrés dans des bagarres politiques à ce niveau-là. Enfin, non. Il me semble qu'il se passe autour de 68, 69, 70, notamment dans une série de conflits sociaux, mais aussi dans une série de mouvements d'opinion, se joue la crédibilité de l'hypothèse que nos sociétés sont fragiles, sont sensibles, je veux dire sensibles à une éventuelle révolution de nature culturelle. Je veux dire, les enjeux sont définis de manière culturelle, y compris les enjeux socio-économiques. La CFDT, qui n'est pas à l'époque suspecte d'être à l'extrême gauche, pas plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, construit et diffuse des messages autour de l'idée qu'il ne faut pas continuer à perdre sa vie à la gagner. D'accord, tu te souviens de ça ? Bien. Eh bien, ne pas continuer à perdre sa vie à la gagner, c'est donc une critique radicale et culturelle du salariat, de l'industrialisation et du capitalisme. Même si toute l'histoire du monde ouvrier est une suite de luttes pour la dignité, notre différence était de ne pas limiter celle-ci aux seules conditions du travail, mais de l'étendre au contraire, à l'ensemble de la vie quotidienne, à notre place dans la société, à la possibilité de s'exprimer. Il s'agissait d'une dignité globale, donc aussi d'un combat culturel. Donc dans les forces de gauche, y compris sur certaines franges du Parti communiste, l'hypothèse d'un renversement culturel du capitalisme, magnifiquement théorisée par Marcuse, bien injustement oubliée depuis, cette hypothèse-là est puissante. Et elle ne tiendra pas la route très longtemps.
je crois que le syndicat majoritaire, CGT, de la fédération, a fonctionné à l'ancienne, c'est-à-dire a fonctionné comme on fonctionnait à l'époque des grandes idéologies. À partir du moment où on était sous la bannière de ces églises ou de ces idéologies, ce qui est pour moi la même chose, on ne posait pas de questions. Alors, moi, je n'ai pas été de ceux qui étaient des militants de base. Je ne savais pas ce que c'était qu'une MJC. J'avais 22 ans. Hein. Je n'avais pas d'expérience ni politique en dehors de 68, bien évidemment, ni syndicale. Je l'ai acquis après. On vivait sur des accords tacites, sur des non-dits qui ne reposaient en aucun cas les questions, mais qui ne remettaient pas en cause le vocabulaire aussi. Moi, j'ai été baignée pendant 20 ans sur le projet démocratique des MJC. Le fait qu'il y ait un conseil d'administration avec des élections et une démocratie représentative, on avait des élus dans les conseils d'administration qui représentaient, c'était suffisant pour dire qu'on était dans un projet démocratique. Eh bien non, ça n'a jamais été suffisant. Après le bordel de mai, la croissance économique est repartie de plus belle. On embauche à tour de bras, des bras solides, d'étrangers. Vaste contrat. Tu m'envoies tant de wagons de bétail, d'ouvriers, je te refile quelques bagnoles. Donc, on va recruter sa main-d'œuvre dans des pays où la démocratie reste à inventer en ces années 70. Maroc, Espagne, Yougoslavie, Turquie, Portugal. Le boulot dur ne fait pas peur à ces étrangers. À vivre des générations sous la dictature, on prend des habitudes. Là-bas, pour se vivre vieux, il faut d'abord fermer sa gueule. La grève ne connaît pas. Le nouveau travaille mieux et plus vite que les anciens. Et sans broncher. Les réflexions des chefs traduisent le climat. Comment t'y arrives pas? Ton copain qui est étranger, qui est là depuis seulement 1 mois, il y arrive, lui. Nos patrons ont réussi leur plan. Ils ont obtenu la division des ouvriers en balançant des étrangers infatigables au milieu de nous, juste capables de casser la trop belle machine. Alors, la scission, c'est 69. Oui. Le président et son bureau décident d'aller à l'Assemblée générale extraordinaire, qui va être la fameuse Assemblée générale de Sochaux du 23 mars de 1969, qui va se tenir sur une journée, où les MJC ont à se positionner sur, en gros, 3 questions. La première question, c'est création de fédération régionale, oui ou non. Deuxième question, c'est directeur salarié du national ou salarié de ces fédérations régionales. Troisième point, présence des directeurs dans les instances décisionnelles et délibératives de la fédération à tous les niveaux. Parce que le ministre, il menace fort derrière. Il dit, si vous n'acceptez pas mes positions, moi, je coupe les vivres à la FFMJC, j'arrête les financements FONGEP. Et il y a réussi, quoi, c'est clair. Et aidé par le syndicat CGT. Alors aider, ça dépend comment tu l'entends. Je ne dirais pas, je suis resté 34 ans à la CGT, tout en étant extrêmement contestataire à l'intérieur de la CGT. Je dis qu'un des objets de la scission, je dis bien un des objets de la scission, en dehors de l'objet économique, qui a été le prétexte de la scission, est celui de la cogestion. Moi, je suis revenu tranquillement et j'ai dit on reste à la fédération. C'est tout, je fais voter personne. D'ailleurs, les 3/4 des administrateurs n'étaient même pas au courant. Quand je suis arrivé à la MJC de Martigues, j'étais le 3e directeur de la MJC. Donc c'était une maison quand même qui était relativement, on va dire, stable, mais elle était quand même assez récente. Elle n'a pas vu le flot des directeurs de MJC comme dans certaines communes. Premières tentatives ont été de mettre en place un conseil d'administration, on va dire, partie prenante, responsable. Et parallèlement, parce que c'était un peu entre guillemets, à cette époque-là, le credo des MJC, un conseil de maison,
représentant à mesure qu'elles se créaient, les activités. Mais très vite, on a donné un coup de balai à ça, c'est-à-dire que le conseil de maison a vite été remplacé par un collectif d'animation. Oui. Et un collectif d'animation, dans notre esprit, c'était, il y a un conseil d'administration qui gère devant la loi, avec un président, vice-président, etc. Il est comptable des deniers de l'association, et puis aussi des orientations et tout. Mais pour le vécu, pour la construction commune, il faut supprimer cette navette entre le conseil d'administration et le conseil de maison. On a donc expérimenté plusieurs formules, mais toujours dans cette idée d'une mise en commun, et surtout d'une décision en commun, où chacun sait ce que demander engage et ce que faire engage. Les MJC vont rentrer dans une logique, au moins celle de la Fédération française. Alors l'UNIREG, moi j'ai dit, dans ma thèse, je parlais de l'humanisme prudent de l'UNIREG. La FFMJC, c'est combatif et combattant. C'est comme ça qu'on sent les choses et comme ça qu'elles se passent. D'abord, la MJC, qui est une institution, va rentrer dans une logique de mouvement. C'est-à-dire d'aller, on ne se contente pas de gérer, d'être une institution qui gère, etc., qui fait du loisir, qui travaille avec les jeunes, qui les éduque, qui les apprend à bien se tenir. On est une institution qui construit le changement avec les forces vives du peuple. Voilà, donc il y a cet aspect-là. En plus, les MJC sont souvent gagnés et occupés en accord avec la MJC par ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Je ne pourrais pas parler généralement, mais pour la MJC Gambetta, on a très rapidement développé l'habitude du débat public. Alors c'est un truc que j'ai continué par la suite en Champagne-Ardenne, à Romilly-sur-Seine, où l'habitude du débat public était devenue une chose, comment dire, presque à part entière, faisant partie à part entière du projet, si tu veux, de la Maison de la Culture. Il s'agissait de créer des conditions de débat citoyen, un débat très politique. Souvent, je me souviens de Dumont qui était venu avec réserve, par exemple, sur un débat sur l'écologie de Dumont-Lura en 70. Ça paraissait de la folie, quoi. Maintenant, on se dit Dumont avait tout à fait juste, quoi. Mais à l'époque, il se faisait assassiner à peu près par tout le monde, quoi. Les bien-pensants, les partis constitués, les syndicats et autres. Quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu l'absence de débat public, on se dit, mais là, les maisons de jeunes jouent un rôle très très important. C'est aussi peut-être parfois causer des ennuis. Dans les années 70, aussi bien les organisations syndicales majoritaires que les mouvements gauchistes ont refusé de prendre en considération les questions relatives à la subjectivité dans le travail. Les raisons de cette réticence: toute approche des problèmes psychologiques par les psychologues, les médecins, les psychiatres et les psychanalystes était entachée d'un péché capital, celui de privilégier la subjectivité individuelle, censée conduire à des pratiques individualisantes et de nuire à l'action collective. Il s'agit d'une erreur historique qui a eu des incidences redoutables. Non seulement les recherches dans le domaine de la souffrance psychique n'ont pas pu être développées, mais celles qui ont été tentées ont été entravées. Ce qui a eu pour conséquence une ignorance, privant les dites organisations d'idées et de moyens d'action dans un domaine qui devait pourtant devenir décisif. Là où les syndicats refusaient de s'aventurer, le patronat et les cadres forgeaient de nouvelles conceptions et introduisaient de nouvelles pratiques concernant la subjectivité et le sens du travail. Culture d'entreprise, projets institutionnels, mobilisation organisationnelle, etc., accroissant de façon dramatique le fossé entre capacité d'initiative des cadres et du patronat d'un côté, capacité de résistance et d'action collective des organisations syndicales de l'autre. Pour les gens, tu vois, qui venaient de l'extérieur, c'était une bâtisse qui était moderne, hein, parce que moi, quand je suis allée au collège, elle venait à peine de... Enfin, elle avait 10 ans d'âge, quoi. Et tout le monde disait la maison des jeunes et la maison des jeunes. Mais en fait, les gens n'osaient pas entrer, tu vois. C'était déjà, je pense, cette... Elle était vide de jeunes, mais elle n'était pas tout à fait vide de classe moyenne. Donc je l'ai toujours vue de l'extérieur. Et tu n'osais pas y rentrer? Mon idée, c'était que ce lieu ne devait pas être investi par certaines couches de la population qui interdisent à d'autres l'accès. C'est clair? Voilà. Donc tout l'effort a été
d'essayer, sans bousculer, sans jeter les gens, de faire de la place, un peu plus de place, un peu plus de place, un peu plus de place. C'est par les activités que ça s'est fait. On voyait bien qu'il y avait des arts plastiques, tu vois, parce que quand tu passes en car, le car il s'arrête, il y a les feux, tu vois un petit peu, tu fais un petit peu le plongin fait des... tu sais, tu fais un peu le voyeur de l'extérieur, tu vois des salles, et puis tu sais, c'était des salles qui étaient peintes, très colorées, tout ça. C'était assez révolutionnaire, si tu veux, à l'époque, hein, parce qu'on avait encore des éducations très strictes, même sur la ville, hein. On avait un collège de filles, un collège de garçons, les classes n'étaient pas mélangées, tu vois. C'est en créant des activités artisanales pour les femmes du quartier, pour les sortir de leur casserole, comme on disait à l'époque. C'était aussi pour qu'elles touchent à des techniques artisanales. C'est en essayant d'amener un certain nombre de jeunes au plein air. Voilà, c'était ça l'objectif. C'était aussi, surtout, en ne pratiquant pas un système rigide de cotisation, de participation à l'activité. C'est aussi une des raisons du bénévolat, ça. Parce que le professionnalisme, quand on n'a pas les moyens, ben, ça enchérit le coût, c'est clair. Un après-midi, on a ouvert la MJC et tous les jeunes sont venus comme des fous jouer sur le dojo. Voilà. Certains sont inscrits au judo. Et quand ils n'avaient pas les moyens, ben, on s'arrangeait pour qu'ils soient inscrits tout de même. Voilà. Donc c'est pas, ça va pas très loin. Voilà. Ça va pas très loin parce qu'on n'avait pas les moyens d'une action de masse. Et puis d'autre part, c'était pas trop non plus au départ notre objectif, si ce n'est que notre objectif, je le répète, c'est l'insertion des gens dans la société, mais par le détour culturel. Et aussi, toujours, dans la prise de conscience, de la réflexion. C'est pas insère-toi, comme ça, moi, société, je serai tranquille. Dans les années 70, le concept d'animation socioculturelle avait pris le pas, ou était en train de reprendre le pas, sur l'éducation populaire et à la limite dominer l'ensemble des champs proches. Y compris dans l'action sociale, on parlait d'animation. Les travailleurs sociaux étaient considérés, ou pouvaient être considérés comme des animateurs, et non plus simplement comme des travailleurs sociaux réglant des cas de travailleurs sociaux. Dans le domaine de l'action culturelle, on parlait d'animation culturelle, alors qu'avant on parlait d'action culturelle, etc. On parle même de développement culturel. Pour MSC, au début, l'Office municipal de la culture, voilà. Oui. C'est M. Virme qui l'a créé ça au départ. Oui. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de trucs avec l'Office, parce que eux, ils avaient quelques têtes, mais ils n'avaient pas beaucoup de bras. Hein. Ils ont créé une espèce d'immense infrastructure reposant sur la vie associative, mais dans le même temps créant au sommet tout un pool de professionnels. On a fait pas mal de concerts, Lougaro avec Baden-Powell. D'ailleurs, tous les gens de Martigues croyaient que Baden-Powell, c'était le chef des scouts. C'est Baden-Powell qui a inventé le scoutisme. Oui. Eh bien oui, mais alors vous aviez des gens qui disaient, mais comment il se fait, il est toujours en musique. Ils ne savaient pas que c'était un orchestre. Eh bien, c'est nous qui étions au service d'ordre. On va le dire comme ça, d'une manière un peu rapide. Nous étions le socio-cul, disposant de locaux, et eux, le culturel, avec un grand K, qui n'en disposaient pas. Il y a eu un certain nombre d'empaillages dans les instances de l'OMSC, en particulier dans des bureaux qui étaient assez vifs, où je sentais arriver, pas des velléités, on ne peut pas dire ça, des velléités de municipalisation, parce que ce n'était pas la position du maire, mais où des fois on sentait une espèce de pression, de presque chantage de la part de Maurice Pascal, adjoint à la culture. Et qu'un jour, je lui dis, tu veux municipaliser? C'est ça que tu cherches? Chiche. Municipalise. Je vais, moi, t'envoyer la facture de ce que représenterait le bénévolat actuel, hein, que vous devriez payer si vous municipalisiez. Et tu verras après tu vas réfléchir et tu vas voir si tu veux municipaliser. C'est tout. L'objectif qui semble être à peu près constant dans une maison des jeunes, c'est émancipation individuelle. Hein.
C'est vraiment Oui. quelque chose qui ressort. On entend émancipation individuelle, on entend... Faire progresser mais vers quoi? à la fois vers des connaissances ou même vers une ouverture de participation démocratique, etc. Enfin, tous les mots qu'on retrouve à longueur de textes, de discours, de ci, de ça. Et c'est vrai que quand tu participes à certaines activités, tu vois bien que tu en es loin et puis que tu vois pas comment tu peux y arriver en quelque sorte. On leur a fait une proposition pour leur apprendre à jouer de la guitare ou faire de la danse, et d'un seul coup on viendrait leur demander de discuter de l'OMC, du FMI, de la politique. Ils disent non. Et puis comme ces gens-là vont monter au conseil d'administration et qu'on va se retrouver avec des conseils d'administration constitués de gens issus des activités, c'est fini. On est là pour gérer une boutique d'activité, on n'est pas là pour enquiquiner le maire ou poser des questions qui dérangent, qui embêtent. Tu vois, le problème. Les MJC sont à la fois un espace de bouillonnement, on est dans une période très politique, où la question du changement, la question de vivre autrement. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il fallait faire tomber les murs qui entouraient l'école. Ça, c'était ancré en moi, et j'ai participé à des expériences avec l'éducation nationale ou autres qui ont toutes été des tentatives, mais à l'éducation nationale, on ne suit pas. Il y a des gens qui travaillent énormément, il y a des gens qui avancent vraiment, qui lancent des mouvements pédagogiques ou autres, mais ça ne se diffuse pas. À quel endroit l'école travaille-t-elle le mensonge absolu de sa mission qui prétend démocratiser des savoirs? L'école ne démocratise pas les savoirs, absolument pas. L'école élargit la base de recrutement des élites, mais l'entonnoir reste aussi serré en haut. Sans ça, il y aurait 30% de fils d'ouvriers à l'université, puisqu'il y a 30% d'ouvriers en France. Statistique de l'INSEE. Il y a 1% de fils d'ouvriers à l'université, comme en 1945. Donc l'école n'est absolument pas un lieu de démocratisation des savoirs. Bon. Mais en même temps, l'école prétend animer ça. On ne veut pas former des gens qui sont capables de prendre la parole, qui sont capables de raisonner, qui sont capables d'avoir d'autres idées, qui ne rentrent pas dans le conformisme ambiant. Parce que c'est quand même très fort que nous, on a formé des gens qui avaient qu'un droit, c'est celui de se taire. Donc où est-ce que cette tension se travaille? Où ce mensonge se travaille-t-il? Nulle part. Parce que pour ça, il faudrait faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire les conditions rigoureuses d'une exploration des contradictions pour en faire de l'analyse politique qui permet de modifier le fonctionnement de l'institution. Une MJC, par exemple, qui ferait de l'éducation populaire au sens où on essaie de garder le concept ici, c'est une MJC qui proposerait à des enseignants de venir travailler leur souffrance d'enseignants, leur contradiction dans le système actuel, toutes ces idioties sur l'échec scolaire, sur les dérogations à la carte scolaire, arrêtons le collège unique, puisqu'il y a des Arabes qui apprennent moins vite que des Français, donc faisons casser ça. Les enseignants sont en première ligne pour supporter cette contradiction, pour la faire exister, pour la tension égalitaire, ils n'y arrivent pas. La MJC pourrait être un lieu, au nom de sa mission d'éducation populaire, qui dise à des enseignants, venez, parlons de ça d'une façon hors de votre hiérarchie, faisons de l'analyse politique avec ça. Au lieu de ça, l'animation socioculturelle, c'est de dire à ces enseignants, nous allons vous aider à supporter ça, nous allons amener du canoë-kayak, nous allons amener du soutien scolaire, nous allons aider, nous allons faire reculer l'échec scolaire en aidant ceux qui sont en difficulté à faire des cours complémentaires d'une façon plus ludique. Et donc on est là dans une aide pédagogique
Et donc je prends cet exemple de l'école pour montrer qu'il y a deux façons, quand on est une MJC, de s'adresser à l'école. Les classes moyennes se firent porteuses d'une nouvelle morale d'émancipation dont 68 reste la référence symbolique. Cette morale se fondait partiellement sur la démocratisation de valeurs et de comportements typiques des hautes bourgeoisies et des milieux artistiques qui, dans l'Europe centrale de la Belle Époque, inventèrent notre modernité culturelle. Ces aventuriers du quotidien allaient s'organiser pour obtenir le pouvoir et imposer un régime à son image, par une maîtrise du tissu associatif, une montée en puissance de leur présence dans le tiers secteur et dans les institutions de la société civile. Les nouvelles classes moyennes vont trouver l'activité qui leur convient, notamment en matière de loisirs, avec tout ce qui est possible, quoi. Je veux dire, la danse, avant, la danse était très limitée. Là, la danse, on va y retrouver la danse contemporaine, la danse moderne, toutes les formes de danse, des moyens d'expression pour les classes moyennes, d'organisation, les mouvements sociaux, etc., des pédagogies nouvelles pour leurs enfants. On parle beaucoup de pédagogie alternative, la pédagogie freinée en à la tête de ces gens-là qui sont ces nouvelles classes intellectualisées d'une certaine manière, qui ont reçu bénéfiquement le profit de l'école. Finalement, par rapport à la génération de nos parents, nous aurons eu un bonheur, c'est d'avoir de la culture, d'avoir un accès à la culture, de nous cultiver, d'avoir des passions pour le théâtre, pour la musique, pour le cinéma, pour la peinture. Et en fait, tout cet apport de gens qui viennent, qui ont des connaissances un peu dans tous les domaines, tu le sens pas que ça te... Tu discutes avec eux, ils te racontent des choses, ils t'expliquent leurs techniques. Enfin, Ils te font rêver? Oui, oui, oui. Ouais. Je dirais que c'est une part de rêve. Oui. Pardon? Salon de causerie? Oui. Tu me ça? Une photocopie? Oui, s'il te plaît. Regarde, c'est pas grave. Excusez-moi. Tu mets ta feuille là. C'est du direct. Tu mets ta feuille là, direct. Non, dans l'autre sens. Comme ça? Non, comme ça. Tu la glisses dessus. Voilà, tu la mets dans l'autre sens. Non. Voilà. Tu la pousses un petit peu. Ça y est là? Oui. Tu appuies sur le petit truc blanc là. Là. Et après sur le truc vert. Maintenant? Ouais. Mais est-ce que tu as un recto verso? Non. Bon, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, ça n'a pas besoin de moi. Hein. Ah ben, Tu as pu le faire toute seule. Comme une grande. Comme une grande, ouais. Allez, excusez-moi. Hein. C'est pas grave. Au détour de ce qu'on appellera la crise, qui n'est pas une crise mais une restructuration et un déplacement de rapport de force, donc autour de 73-74, il y a comme un phénomène d'éteignoir de la pensée à partir de la crédulité que l'on donne, de la foi que l'on investit dans l'hypothèse de la crise économique. On commence à se rendre compte que le chômage arrive. Ça va être les plans barres du temps de Giscard d'Estaing, où déjà on commence à se poser la question de savoir comment on va permettre à des gens d'accéder au travail, parce que le chômage est là et les jeunes en particulier commencent à poser problème, parce que la difficulté d'accession au travail, ce qui n'était pas le cas des années 60. Le chômage n'est pas le manque d'un système, le manque de rationalité d'un système, mais sa rationalité lui-même. À la fois pour contraindre ceux qui travaillent à travailler comme ils travaillent et à ne pas discuter du travail qu'ils ont, par exemple. La loi fondamentale de ce que produit le chômage, c'est l'indiscutabilité du travail. Alors que toutes les circonstances historiques sont réunies pour rendre le travail discutable. À savoir, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capitaux culturels, beaucoup de capitaux scolaires, indéfiniment répandus, devraient permettre que la plupart des métiers soient discutables. Et on s'ingénie à les rendre indiscutables. Il faut se mettre dans l'hypothèse, qui demande un petit travail culturel, dans l'hypothèse que les dysfonctionnements ne sont pas des erreurs, mais des lois. Et que donc ce qui nous tourmente
doit nous alerter à l'envers de notre bon sens. Notre bon sens, c'est de dire tout le monde regrette qu'il y ait du chômage. Non. Le chômage est indispensable à ce fonctionnement-là. Et donc contester le chômage, c'est effectivement contester ces lois-là. Et contester ces lois-là, c'est d'abord contester la manière dont le travail s'organise. Et non pas contester ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec le chômage. Je participe à une semaine de lecture organisée par Lutte ouvrière. J'y ingurgite Karl Marx, Lénine, Kautsky et bien sûr Léon Trotsky. Par la suite, je lirai La Mer de Gorky, Domilita, une révolutionnaire brésilienne, Germinal de Zola. Un copain me passe ses cours de psychologie. J'alterne avec des livres sur Peugeot, La dynastie s'accroche de Paganelli et Joachim, Mémoire de l'enclave de Jean-Paul Goux. Sur le travail en général, je lis L'établi de Robert Linard, L'usine sans âme d'Henri Lespès, Gaston Lucas Serrurier d'Adélaïde Blasquez, Élise ou la vraie vie de Claire Etchirelli, Culture prolétarienne de Marcel Martinet, Tête de Turc de Günther Wallraff. Et sur la façon de moins travailler, L'allergie au travail de Jean Rousselet, Travailler 2 heures par jour du collectif Adret et Une semaine de péché de Folke Friedel, le livre qui a fait scandale à sa sortie en Suède en 1948. De temps à autre, je papillonne dans les incontournables classiques. Rousseau, Voltaire, Zola, Balzac. Nadia me fait découvrir Tahar Ben-Jelloun, La réclusion solitaire. Annie, Jacques Lacarrière, Chemin faisant. Marianne, Steven Callanan, À la dérive, 73 jours perdus en mer. Dominique Falconet et le faucheur, La fabrication des mâles. Elisabeth, Claude Agege, L'homme de parole. Serge, Wilhelm Reich, Écoute petit homme. Maggie, Annie Ernaux, La femme gelée. Max, Pierre Sansot, Du bon usage de la lenteur. Je deviens accro à l'herbe rouge de Boris Vian, à La baleine blanche de Jacques Lanzmann. J'achète à prix soldé tous les dossiers d'Alain Moreau, éditeur. A comme arme, L comme Larzac, M comme militaire, T comme tiercé, etc. Je m'intéresse à l'art pour m'en inspirer. Brancusi, Paul Bury, Cardenas, Silala, Le Corbusier, Rodin, Vasarely, Zadkine. Et surtout, je vais travailler Jaume Xifra dans l'atelier de quartier pour la préparation du carnaval. En fait, il y a trop de culture. Il y a trop de culture et le système, c'est-à-dire la domination des uns sur les autres, l'exploitation des uns par les autres et l'aliénation des uns par les autres, ne tient que par la manière de contenir cet excès de culture. Comment le contenir ? En rendant les travailleurs incapables de travailler, c'est-à-dire chômeurs, et ceux qui ne sont pas chômeurs, en les astreignant à un travail stupide, puisque c'est un travail qui se paye et s'organise par la création de l'armée de réserve du chômage. Puis rendant les usagers captifs de ce système, c'est-à-dire des rapports d'usage qui ne sont pas davantage émancipateurs. Et puis en plaçant les citoyens eux-mêmes dans une position de marketing dans laquelle ils ne peuvent même plus s'interroger sur ce qui précède. Donc l'excès de culture, c'est bien ce qui menace le capitalisme. Et la manière de conjurer la socialisation de cet excès de culture est le principe même de l'organisation de notre vie sociale. Donc, inversement, la subversion ou la résistance, c'est socialiser l'excès de culture. C'est quoi socialiser l'excès de culture ? C'est aller explorer dans nos vies de travailleurs, d'usagers, de citoyens, d'habitants ou de n'importe quoi, notre capacité de comprendre et d'attribuer du sens à ce qui est vécu. Et d'en faire un outil de lutte. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains et de ne pas pouvoir en vivre. Moi, je vois, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été premier à l'école. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait ? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. J'ai mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer les boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups-là. Ils ont bouffé tes mains. J'ai envie de faire un tas de choses,
Puis je me vois maintenant avec un marteau. Je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire. J'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Le rôle du travail de la culture, de l'éducation populaire, c'est de permettre que ce social replié à l'intérieur de l'individu soit déplié, c'est-à-dire mis à plat, au sens où on déplie une feuille, et de ce point de vue-là élucidé, et que l'individu qui parle, et qui parle de sa propre situation, fondamentalement peut-être il dit de quelque chose de général sur le monde. Okay ? Et que cette question générale dite sur le monde, elle a besoin d'être confrontée avec d'autres, elle a besoin de faire conscience collective, et peut-être derrière, action collective. Passage à l'acte. Le thème de travail de la culture en éducation populaire, je l'identifie à la fois au travail, au sens de transformer quelque chose, parce que si on ne transforme rien, il n'y a pas de travail. Donc c'est au sens de souffrance, c'est-à-dire le travail lui-même, c'est le sens de tribalium, hein, tripalium, c'est un instrument de torture, c'est se transformer soi-même, donc c'est souffrir d'une certaine manière. C'est travail au sens quasi psychanalytique, c'est-à-dire que le témoignage et la parole va modifier la relation que l'individu entretient avec lui-même et avec les autres. Nous nous découvrons concernés sous toutes nos facettes, dans toutes sortes de circonstances de la vie sociale, et contradictoirement. Comme consommateur, j'ai un Dial ou un Aldi ici, à 200 mètres. C'est vraiment pas cher. D'accord? Je peux consommer pas cher. Je sais que si je vais consommer là pas cher, c'est en jouant une alliance avec le capitalisme et contre les travailleurs, nationaux ou internationaux, de ces mêmes entreprises. Et ça, c'est à l'infini. Nous nous construisons parce que nous sommes capables d'exprimer et de travailler nos contradictions. C'est l'exigence de la psychanalyse, hein, que le sujet se reconnaisse divisé et qu'il travaille ses contradictions. Maintenant, c'est devenu l'exigence de la société. Et ça, je ne sais pas encore comment une société peut marcher comme ça. D'une certaine façon, je sais qu'elle ne peut pas marcher autrement. Donc, en fait, c'est une condamnation à perpète, tu vois. Ou alors, franchement, toutes les autres solutions sont horribles, tu vois. S'il faut imaginer recomposer le sujet, ce sera effectivement autour de la race, de ce qu'on appelle la race, autour de n'importe quoi, qui puisse nous consoler d'être divisé et nous le faire oublier. Mais je ne sais pas comment un sujet divisé peut aisément devenir un sujet collectif. Un peu d'histoire. 1789, la Grande Révolution, modèle de toutes les autres. 1968, un mois de mai, si chaud qu'il en pleuvait des pavés et des CRS. 1981, à partir du 10 mai, la populace française voit l'avenir rose. Au moment où disait François Mitterrand, la France légale est la réplique de la France réelle, c'est-à-dire on met les pendules à l'heure en disant bon, ces gens-là ils accèdent à autre chose et moi j'apporte le changement, ben, au même moment il est en train progressivement de se construire les logiques économiques et sociales internationales pour qu'effectivement on puisse déjà préfigurer et anticiper que les années 80 seront d'une nature totalement différente. Ils ont fait une évaluation un peu de comment les conseils d'administration, les conseils de maison, les acteurs des maisons de la culture, les présidents, ceux qui ont des responsabilités au conseil d'administration et tout, on s'aperçoit petit à petit, hélas, que tout ce qui relevait du militantisme syndical, politique ou autre a été petit à petit marginalisé, au profit que soit des enseignants, soit des profs, soit des couches moyennes à ce moment-là, dans ce qui est responsabilité générale des maisons de la culture. Je pense que les préoccupations des MJC, ces derniers temps-là, je parle des derniers temps que j'étais à Martigues, commençaient à être plus des préoccupations de survie, liées aux différentes scissions réelles ou apparentes, réelles ou larvées, entre donc l'UNIREG, la Fédération française, après la REG, etc., la diminution des moyens alloués à la Fédération française, tous les problèmes liés à la reconduction ou non des FONGEP, le désengagement progressif de l'État sur les FONGEP, tout ça a fait qu'il y avait cette espèce de préoccupation qui n'a pas permis à l'outil général, fédéral, ni régional, ni national, d'organiser ça.
Il est évident que si on maintient ce type de structure, si on l'aide, il faut qu'il y ait un nombre d'adhérents qui correspondent à ce qu'on peut en attendre. Dis-moi combien tu pèses et je te dirai combien tu vaux. Hein. Beaucoup de maires attendent ça d'ailleurs. Ah, vous avez combien d'adhérents? Ah, vous avez combien d'activités? Ah, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous m'intéressez, je vous subventionne. Et vous? Ben nous, monsieur le maire, nous avons un projet d'éducation populaire. Ah bon? C'est quoi votre projet d'éducation populaire? Eh bien, on veut débattre. Ah, débattre? Mais débattre de quoi? Ben tout. Mais non, mais pas de politique. Monsieur le maire, nos statuts disent que nous sommes apolitiques, ça veut dire que nous ne prenons pas parti. Nous ne sommes pas inféodés à un parti ou à une religion. Mais le débat politique, oui, monsieur le maire. Non seulement rien ne nous l'interdit, mais en même temps, nous souhaitons qu'il ait lieu. Ah bon? Et vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour ça? Autrefois, on était financé pour son projet global. Après, on faisait ce qu'on voulait avec le financement qu'on avait. La MJC, la ville, la mairie disait, bon voilà, on donne tant à la MJC et elle fait sa soupe. Nous, on est co-gestionnaire, on est membre du conseil d'administration, on regarde, on est soucieux de l'utilisation du bien public, ils doivent en rendre compte, mais on ne va pas aller leur dire pourquoi vous faites plutôt du théâtre, plutôt de la danse, plutôt en direction de... etc. etc. Devant le rétrécissement de la responsabilité publique vis-à-vis de l'éducation populaire, son amoindrissement, son affaiblissement budgétaire, l'abandon donc d'une responsabilité quand même qui à l'époque existait encore peu ou prou, les fédérations, les associations ont été très obligées de se préoccuper beaucoup plus de leur gestion et de leur recherche financière tout azimut. Donc beaucoup ont été obligés non pas simplement de faire vivre leur projet, de l'alimenter, de le mettre en débat, de le confronter et de le mettre en œuvre, leur projet propre, identitaire, mais ont été beaucoup obligés de se vendre à des dispositifs plus ou moins publics pour obtenir des subsides afin de vivre. Si tu voulais pervertir, moi je disais, on peut toujours pervertir un dispositif. Hein, si tu l'appliques à la lettre, bon, tu es soumis et tu es instrumentalisé. Et moi, je prétendais toujours, ce qui m'a fait ne pas avoir certaines subventions, hein, soyons honnêtes, mais je prétendais toujours que les énarques et autres mettaient en place des politiques publiques, mais que c'était à nous, praticiens, de les pervertir dans le sens positif du terme, et ensuite de faire remonter une évaluation, mais en tenant tête que c'était pas dans cette direction, c'était dans une autre qu'il fallait aller, quoi. Hein. Donc la seule façon de résister à ça, c'est de refaire l'éducation populaire, parce que ça, on ne peut pas le privatiser. Vous pouvez privatiser un prestataire d'activité, d'accord? Vous pouvez demander à une MJC c'est arrivé à l'UCPA, c'est arrivé aux auberges de jeunesse, voilà, à partir d'un certain niveau de prestation de service, on vous applique la TVA, on vous considère comme une entreprise, voilà. C'est pas parce que vous dites que vous êtes à but non lucratif que ça change grand-chose. Hein. Ça n'empêche pas, le fait d'être une association à but non lucratif n'empêche pas de fonctionner complètement dans un registre commercial et capitaliste. Enfin, il n'y a aucune contradiction avec ça. Vous vendez des marchandises, c'est tout. En revanche, ce que vous ne pouvez pas privatiser, c'est l'espace public, c'est-à-dire c'est le fait que se trouve là une proposition qui n'existe pas ailleurs, qui est une proposition de nommer des contradictions, donc des conflits, qui par définition ne peuvent pas se nommer puisque ça fait conflit. Avant, un ouvrier avait 5,2 secondes pour placer une rondelle, un écrou, un support et visser le tout. Il y avait 100 bagnoles par jour à se farcir. Le mois d'après, il faisait 110 bagnoles. Il mettait donc moins de 5,2 secondes par bagnole pour faire le montage. Par quel miracle? Puisque ce sont les mêmes pièces. Eh bien, en travaillant plus vite. Là-dessus passe le chronométreur, clic-clac chrono, 4,72 secondes pour faire l'opération. Note joyeusement le scribe. Le préparateur se base sur ce nouveau temps chrono pour partager le boulot. C'est-à-dire que d'office le mois prochain, le poste va être encore plus chargé. Ce système s'appelle gain de productivité.